Bon, merci beaucoup de prendre ce temps-là, Axel. C'est trop chouette. Bravo pour ce pré-lancement de la Freebox. C'est trop cool. Je suis trop content Merci. de bien suivre le projet. Je le suis depuis qu'on s'est rencontrés. C'était en 2022, au moment de la levée de fonds. 2023, c'était 24. 24. 2024. Bah, vous êtes trop Oh, rapide. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu physiquement, mais pas aussi longtemps. Voilà, j'avais eu la chance de rencontrer ton papa aussi, qui est initialement le fondateur de Frigom. Du coup, j'ai préparé quelques questions. Allez, Est-ce que tu peux on y nous va. raconter un peu ce qui a déclenché l'idée originelle de Frigom, le contexte et comment est-ce que tu as pu reprendre aussi la vision de ton papa ces derniers mois? Ouais, bah, très bonne question. Alors, Free Home est né donc dans l'esprit de mon père, évidemment, et ça remonte en 2019, en fait. En 2019, mon père voit une opportunité dans le marché, c'est-à-dire qu'il se dit, ouais, il y a plein de smart devices, donc tout ce qui est objet connecté, en fait, à la maison, qui sont pas forcément sécurisés. Parce qu'en fait, tu les connectes directement à Internet, et puis c'était quand même assez archaïque à ce moment-là, malgré, on peut se dire, en 2019, on est quand même assez avancé technologiquement, etc. Mais en fin de compte, c'était assez archaïque. Et même, petite anecdote personnelle, hors contexte Freedom, en 2021, j'étais parti en République dominicaine et donc on avait loué un Airbnb et notre propriétaire, c'est un Ukrainien, si tu veux. Et le mec, pour simplifier la vie, a voulu mettre une serrure connectée au Airbnb où en gros, t'as un mot de passe différent par chaque mec qui loue le Airbnb. Et en fait, avec mon pote, on était resté bloqué dehors parce que la serrure est complètement buggée. Et donc en fait, on a dû passer la nuit dehors, quoi, tu vois. Donc Ok, chaud. ça témoigne de quel point les objets connectés étaient pas aussi avancés que maintenant, mais on n'est pas non plus beaucoup avancé. Et donc mon père a repéré ce truc-là et il s'est dit, ok, je vais faire un objet connecté. Donc en l'occurrence, c'était une serrure connectée qui va tout déglinguer. Et le truc, c'est que au même moment, moi, donc j'avais fait ma première transaction Bitcoin en 2017. Et sauf que je connaissais pas grand-chose de la technologie. Et juste, je savais que tu peux acheter des trucs sur Internet et personne savait ce que t'achetais. Donc c'était un peu, enfin, je prends pas de trucs bizarres, mais je veux dire, c'est c'était ma définition de la liberté de pouvoir faire ce que tu veux de ton fric, quoi. Et j'avais testé et ça a effectivement marché. Et avec mon pote qui m'a fait découvrir ce truc-là, on était subjugués. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2019, je me suis vraiment intéressé à cette technologie, et notamment ça tombait bien parce que peu de temps après, il y avait l'altcoin season. Et donc, j'en ai parlé avec mon père. Et mon père, il s'est dit, waouh, putain, c'est exceptionnel. Et surtout, bah, tu te souviens peut-être, mais 2019, 2020, 2021, d'ailleurs, tu avais n'importe quel projet qui pop avec une vision révolutionnaire de la tech. Mon père, ça lui a beaucoup plu. Donc, il s'est dit, en fait, cette sœur connectée, on va la connecter à la blockchain pour sécuriser. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un serveur à côté, en fait. Et donc, ce serveur, c'est la Freakbox de nos jours, en fin de compte. C'est-à-dire que, à la base, le projet, c'est on veut créer le meilleur objet connecté, la meilleure serrure connectée. Et après, on a besoin de quoi pour la sécuriser et pour faire en sorte qu'elle soit très performante. On a besoin d'un mini serveur chez les gens. Et après, voilà, mon père a étudié tout ce qui était réseau mesh, donc c'est-à-dire chaque petit serveur s'interconnecte entre eux. C'est pas dans une entité centralisée, c'est chaque serveur crée euh, un bout de l'infrastructure et c'est comme ça qu'est créée en fait la vision Frigom de on veut créer une sorte de toile d'araignée en positif évidemment, pas pour tuer des mouches, de réseau en fin de compte. Et sur ce réseau, on peut créer plein de choses. Donc la vision long terme, c'est vraiment créer des smart cities euh, qui sont euh, qui sont sécurisées et privatisées enfin anonymisées par de la blockchain, etc. Et comme tu l'as mentionné, maintenant c'est moi le PDG de la boîte parce que mon père malheureusement nous a quittés en décembre 2024. Et donc suite à ça, il m'a transféré sa vision. Je l'ai remixé avec la mienne et on est en train de développer Frigom et on a fait d'ailleurs le plus gros lancement d'une startup en seed stage en 2025. Ouais, bravo. C'est super. Merci.
On n'a pas parlé de RINA encore, mais vous vous reposez sur des protocoles alternatifs. Ouais. À la fois sur l'aspect technologique et sur le matériel. C'est quoi un peu les choix technologiques qui vous différencient des autres acteurs blockchain, par exemple? Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand on regarde les configurations de type hardware ou software, en vérité, des autres acteurs, on est sur un truc bien différent. Donc, par exemple, si on regarde Helium. Helium, c'est l'un des plus gros concurrents d'Epin. Leur hardware est quand même vachement simple. Après, c'est bien pour ce qu'ils font, c'est bien. Et je ne critique pas ce qu'ils font. C'est juste que, par exemple, si on regarde la première version des hotspots d'Helium, c'était quoi? C'était pour de l'IoT. Donc, tout ce qui est objet connecté. Le truc de ça, c'est que, en fait, c'était quand même vachement early. Donc, en fait, il y avait très peu d'activité sur leur réseau. Et donc, au final, c'est parti à la cave, quoi. Ils ont juste un token qui représente ce truc-là, mais plus grand monde qui héberge leur network comparé à avant. Et en fait, le réseau qu'ils utilisaient pour les IoT, ce qui est très bien pour l'IoT, c'est LoRaWAN. Nous, on fait pas que de l'IoT, en fait. Nous, on se dit un peu comme une alternative au data center. Alors, c'est une alternative ou un complément, on peut voir ça comme on veut, parce qu'on est en edge, c'est-à-dire directement chez les gens, comparé aux data centers qui sont des gros hangars où en fait on met plein d'ordi à l'intérieur. Et donc, c'est évidemment pas chez les gens. Donc, c'est directement chez les gens. Donc, déjà, vu que on a une palette de services qui est beaucoup plus grande que celle d'Helium, on ne peut pas faire pareil qu'Helium. Donc, forcément, on va se différencier de plusieurs points de vue. Donc, en termes de circulation dans l'infrastructure, déjà, tout est mesh, comme je disais. Et en plus, on utilise, tu as mentionné RINA. Voilà, RINA, c'est pas là, en 2026 quand on launch, parce qu'il y aura pas assez de machines. Mais quand on atteint une petite taille critique, on n'a pas besoin d'avoir une énorme taille critique, une petite taille critique, on peut déployer RINA. Et RINA, c'est une sorte d'internet alternatif. Donc, actuellement, Internet se base sur un protocole qui s'appelle le TCP/IP. RINA, donc, a été créé par l'un des, on va dire, pionniers du TCP/IP, c'est-à-dire que lui, il travaillait sur ARPANET, qui est donc l'ancêtre du TCP/IP. Qui s'appelle John Day. John Day est donc un ancien de chez ARPANET et le co-créateur de RINA. Et cette personne-là donc a identifié tous les problèmes de TCP/IP et on les subit encore de nos jours parce que si on regarde bien, il y a des migrations en termes d'IP. Donc déjà on a galéré pour transitionner vers IP version 4 et là on veut transitionner vers IP version 6, IPv6. Pour updater en fait le nombre d'adresses disponibles parce que c'est comme le nombre de numéros disponibles de boîtes aux lettres dans une rue. Il y a qu'un nombre limité. Ou alors, faut rallonger la rue. Dans ce cas, ça nécessite des travaux. Et c'est la même chose pour Internet, en fait. C'est quoi un peu les problématiques liées au TCP/IP? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Déjà, c'est une technologie qui date des années 70. Et après, forcément, il y a des mises à jour, mais ça reste quand même dans ce fonctionnement. Donc, c'est assez lent quand on regarde par rapport à d'autres protocoles. Comme, par exemple, ok, je vais expliquer un truc. Je vais essayer d'être clair. Donc, il y a le TCP/IP qui est quand même vachement, comment on dit, reliable. Je sais plus comment dire en français. Tu peux compter dessus. Voilà. Ok. Voilà. En gros, tu peux vraiment compter sur le TCP/IP pour délivrer des informations. Par contre, quand il s'agit d'être rapide, c'est pas top parce qu'en fait, ça va délivrer chaque paquet d'informations. Donc, par exemple, si tu veux publier un blog qui est statique, c'est très bien. Si tu veux faire un stream sur Twitch, c'est très nul parce que c'est trop lent. Donc, ce qu'ils vont utiliser, c'est un autre protocole qui s'appelle UDP/IP. Et l'UDP/IP, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on peut moins se compter dessus parce qu'en fait, ça va pas te livrer tous les paquets de données. Par contre, c'est très rapide. Donc, quand tu es en live, qu'il manque quelques pixels, c'est pas très grave. Toi, ce que tu veux, c'est que ça lag pas et que les gens puissent te voir clairement.
Et donc voilà. Et en fait, tu vois, on peut jongler en fonction de ce qu'on fait entre ces deux protocoles. Et évidemment, après, il y a d'autres protocoles qui sont au-dessus, qui s'emboîtent comme le Quick, etc. Et Rina, en fait, est une sorte d'alternativité dans le sens que ça, ce n'est pas, en fait, c'est pas vraiment en lien avec l'IP directement. Donc, ça crée un Internet alternatif qui est redondant, qui est beaucoup plus rapide, efficient, sécurisé. Il n'y a pas encore de hack connu sur Rina. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'il y a l'Arménie qui a essayé d'adopter cet Internet-là nationalement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour. C'est un autre sujet. Ok, génial. Tu disais par rapport à l'implantation, par exemple, des Freakbox, je vais plutôt parler d'un point de vue marketing. Comment est-ce que vous comptez créer une communauté autour d'un produit qui est quand même assez technique et pour l'instant qui est peu connu et peu familier du grand public parce qu'on est sur un hardware blockchain. Toi qui as une expertise aussi dans le growth et la community, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce plan-là? En fait, ce qui compte vraiment, déjà, c'est de connaître son avatar. Donc, à qui est-ce qu'on parle? Je pense que c'est la première question viable en marketing. Et à partir de là, identifier les choses que les gens veulent et ne veulent pas aussi. Donc, admettons, on parle à des investisseurs. Okay, admettons, voilà, c'est des gens de ton âge qui s'intéressent à la tech, à la blockchain, qui investissent, etc. En fait, qu'est-ce que ces gens veulent? Ils veulent, évidemment, avoir un retour sur investissement. Et 2, avoir quelque chose qui est périn. Et 3, ils veulent, et ça c'est, on va dire, un bonus, participer à une cause qui pourrait soutenir. Donc en fait, quand on s'aligne sur ces 3 causes, on peut communiquer de manière assez impactante pour que les gens puissent se dire, OK, c'est un projet qui me botte, ça peut me permettre de faire du blé potentiellement, ça peut me permettre toutes les choses que je désire au fond de moi, en fin de compte. Et c'est vrai qu'il y a une question qui doit être répondue et qui est extrêmement difficile de répondre en tant que marketeur. C'est ce qu'on appelle le why. Et le why, donc c'est pourquoi, il est assez profond en vérité. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, je veux m'acheter le dernier pot de protéines. Alors c'est pas une diffamation parce que moi aussi j'en prends de temps en temps. Et admettons, voilà, je veux m'acheter le dernier pot de protéines. Et pourquoi est-ce que je veux le faire? Et donc la marque a compris que moi je m'adresse à des jeunes de, je sais pas, 25 ans qui veulent s'acheter un pot de protéines. C'est parce qu'en fait ils veulent peut-être compenser le fait qu'ils étaient skinny dans leur enfance. Et donc maintenant il faut avoir le bon messaging pour eux. En fait avec notre protéine tu vas prendre du muscle et tu vas devenir le king de l'université, j'en sais rien, tu vois. Donc, il faut trouver le truc plus loin que juste le construire du muscle, tu vas être en forme. Il faut dire, OK, tu vas être le king de l'université, les nanas vont te regarder, les mecs vont te respecter, etc. Et ça, c'est du messaging profond. Et c'est ça la complexité de notre produit, c'est que c'est quand même assez tech. Donc, tu vois, c'est pas aussi simple que parler de l'apparence de quelqu'un, parler de l'ego de quelqu'un. Alors, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans notre clip commercial, on a bien mis la Freakbox à côté de la télé, sur une belle cheminée, dans un bel appartement. C'est pas que esthétique. C'est pour que les gens s'imaginent que ça pourrait être chez moi. Et quand un ami vient chez moi et voit la Freakbox posée, un truc violet, sympa, un peu new age, et qui se dit mais c'est quoi ce truc? Et là, tu peux briller devant ton ami. Donc ça, c'est un mobile, si tu veux, qui va être hyper puissant. Là où on va obtenir plus de growth, c'est quand on aura déjà déployé. Alors ça paraît bizarre. Bon, on a déjà des plans évidemment pour continuer le launch. Je veux dire, là où on va connaître la plus grosse accélération de launch, la plus grosse accélération d'adoption de la Freakbox, c'est quand on aura déployé, que les gens auront la Freakbox chez eux, qui feront déjà du revenu passif grosso modo. Et qu'en fait les gens vont commencer à en parler autour d'eux parce que déjà ça marche, et 2, il y a tout ce qui est affiliation machin, et on peut faire du contenu en disant regardez quand j'ai gagné c'est qualitatif machin, et là effectivement ça peut être viral, et c'est ce qu'on avait vu avec Helium à l'époque d'ailleurs. Helium au début ils avaient en gros lancé une sorte de grosse campagne TikTok où en fait des mecs là de
de 18 ans qui prennent le TikTok. Ouais, combien j'ai gagné avec ma hotspot Helium en 24 heures. Et donc, ils font des super TikTok, hein, c'est super. Et ça a permis à Helium de sold out. Ils avaient plus de machines et après, ça se revendait sur le marché secondaire. Tout à fait. J'en ai fait l'expérience, je voulais en acheter une et puis en plus c'était hyper cher, un peu comme le Saga de Solana Mobile quand ils ont été sold out aussi. Ouais. Peut-être tu pourrais revenir un peu sur les fonctionnalités de la Freakbox, parce qu'on est en train de parler de la Freakbox, mais on n'a pas vraiment expliqué quelles sont un peu les principales thématiques sur lesquelles vous êtes concentrés. Je sais qu'il y a du revenu passif, il y a du chat control, il y a le Freak Liquid, le fait de stacker de l'Ethereum. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu toutes ces fonctionnalités? Bon, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo veulent que je parle de revenu passif. Donc, après, je ferai une petite aparté pour le reste. En gros, il y a plusieurs choses. On va dire qu'il y a 3 sources de revenus, de rente, de dividendes, peu importe, appelez ça comme vous voulez. La première, évidemment, c'est que parce qu'on peut héberger de la validation Ethereum, donc que ce soit par notre futur token, Liquid Stacking Token, lancé sur Ethereum, donc où on reverse 50% des management fees du stacking, ou par de la validation, de la préservation des validateurs Ethereum, etc. On est en mesure donc de redonner des ETH basés sur de la vraie productivité. Donc, premier type de revenu, c'est de l'Ethereum. Alors, soit vous stackez pas, mais vous pouvez en fait générer des Ethereum sans forcément de stacking. Parce que nous avons des management fees sur déjà du stacking qu'on vous reverse. Deuxième source de potentiel revenu, c'est ce qu'on appelle du USD, en fait, c'est du USDC, quoi. C'est du dollar en stablecoin. Donc ça, c'est cool parce que on sait pas une monnaie de singe comme la plupart des dépines. C'est quelque chose de concret. C'est du vrai dollar. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Et ça, en fait, c'est basé directement sur notre infrastructure. Donc, on a un business model où, en fait, premièrement, on vend nos hardware. Deuxièmement, on crée une infrastructure qui permet de faire, on dit en anglais, infrastructure as a service. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rendre service à des entreprises et faire donc du B2B. Et donc, encaisser, que ce soit la vente de bandes passantes, que ce soit du stockage donc distribué et décentralisé sur notre infrastructure, que ce soit fournir du routage de données, du compute power. Ça, on est en mesure donc d'avoir des contrats et de redonner 50% du revenu de ces contrats aux hébergeurs chez qui ça transite, tout simplement. Et troisièmement, c'est quand on lancera notre blockchain, qui donc sera une blockchain dédiée à tout ce qui est IoT post-quantique, donc c'est-à-dire que ça va protéger des attaques ordinateurs quantiques. Là, il y aura de l'allocation directement de tokens aux personnes qui ont commandé la Freakbox en early, là, maintenant. Donc ça, c'est les 3 sources de revenus passives. Et et pour les petites autres features qui sont vraiment les cerises sur le gâteau et qui sont vraiment intéressantes, c'est que, par exemple, toi, t'es à Paris, moi, je suis à Marseille, t'as une Freakbox et moi aussi, et en fait, on peut communiquer via donc une messagerie box to box en privé. C'est-à-dire personne n'a accès à nos messages. On peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des vocaux, on peut s'appeler. Et en fait, ça circule par notre infrastructure sans intermédiaire. Deuxième chose, il y a un VPN qui est inclus dans la Freakbox. Et troisième chose, ça c'est pour la version ultra, c'est qu'il y aura un Smart Cold Wallet. Donc il y aura un cold wallet où tu peux stocker directement tes cryptos dans ta Freakbox, dans ton hardware pour les sécuriser. J'ai vu même dans la messagerie que tu pouvais envoyer la crypto via la messagerie. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, dans la messagerie box to box, si par exemple je te dois, 50 USDC, on allait au resto avec nos nanas, pas payé pour moi parce que j'ai pas de cash. Eh bien, je peux te payer directement en USDC 50 dollars et tu les reçois directement dans ton wallet. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite là tout de suite, tu vois, il sait pas trop comment il va pouvoir l'utiliser, s'il va pouvoir vraiment
ça a l'air compliqué, comment est-ce que je vais la configurer, etc. Quelqu'un qui se pose des questions, qui hésite, il sait que c'est un produit qui a du potentiel, mais il pense qu'il n'a pas forcément les outils pour la configurer. Qu'est-ce que tu lui conseilles là tout de suite maintenant, dans cette période de pré-lancement? Honnêtement, t'as pas grand-chose pour la configurer de manière euh, aboutie. En fait, nous, on a fait un gros effort d'un point de vue interface utilisateur, expérience utilisateur, parce que justement, moi-même, j'ai voulu tester chez moi, et pourtant je travaille dans tout ce qui est infrastructure décentralisée. J'ai voulu tester chez moi certains produits de nos concurrents, et c'était pas fun. Franchement, c'était pas fun. Il y en a même un que je n'ai pas installé parce que j'allais faire des choses et ça marchait pas avec mon routeur, etc. Donc, donc nous, on a enlevé toute cette partie où tu dois configurer toi-même, parce que pour moi, je pense que c'est fait pour des développeurs et c'est pas fait pour des utilisateurs lambda. Donc nous, on a pensé avec notre cerveau d'utilisateur lambda, on s'est dit, ok, euh, à partir du moment où tu reçois ta Freakbox chez toi, donc pour rappel, la Freakbox, c'est ça, hein, c'est vraiment la taille d'un petit boîtier Wi-Fi. Tu la reçois chez toi, tu la branches avec ton téléphone, tu peux scanner un petit QR code qui t'emmènera directement sur ton tableau de bord et tu la connectes à Internet via ta Wi-Fi. Et à partir de ce moment-là, ça marche. Génial. C'est aussi ça. Tu la branches, tu scannes le QR code et tu la connectes à la Wi-Fi. Ok. Monstrueux. T'es jeune, t'as été fondateur de 3 sociétés avant 26 ans. C'est comment cette expérience précoce façonne ton approche de l'innovation et de la gestion d'entreprise aujourd'hui? Ouais. Alors moi j'avais donc là c'est ma troisième, mais on a fait une filiale à Frigom, donc c'était quatrième en tout. Mais avant ça j'ai eu donc effectivement 2 boîtes. Et ces 2 boîtes donc c'était dans le marketing, c'est mon background de base. Et en fait on les avait bootstrap. Et ces 2 boîtes au total ont généré à peu près 7 chiffres quoi, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et euh, et ouais en fait ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a pris beaucoup de choses sur plusieurs plans. Donc le plan humain, le plan financier notamment. Donc le plan financier, bah, c'est juste crame pas l'oseille. Euh, des fois, des choses qu'on pense nécessaires ne sont pas forcément, et donc ça peut économiser et donc donner plus de runaway ou de choses comme ça. Et deuxièmement, c'est d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne a une personnalité différente et donc adapter son style de management a du sens. On peut voir ce cliché, surtout en France, je sais bien qu'on aime bien se marrer des boss, des titres, hein, c'est de la vanne, où en fait on voit le boss qui est un peu le salopard avec tout le monde. Et en fait, être le salopard, ça peut payer pour certaines personnes. Mais pour plein d'autres, ça va juste les frustrer, elles vont juste vouloir se barrer, en fait. Quand je dis ça peut payer pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui marchent euh, à qui marchent uniquement en fait à la dictature. Donc il y a des gens vraiment en fait pour imposer, il faut imposer des choses. Et il y a des gens, il faut être plus en mode voilà, suggérer. Ça c'est probablement mieux que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, oui, c'est vrai que ça peut être mieux. Ok, vas-y, on le fait. Et là, la personne pourrait se dire ah, ça vient peut-être de moi, ou alors peut-être le boss a eu besoin de mon idée. Et des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Et dans tous les cas, je pense qu'adapter son style de management à chaque humain est très important pour pouvoir faire avancer sa boîte. Ok. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais soit une devise, soit un mantra à nous partager? Il y en a 2, je dirais. Mhm. Le premier, il vient de Socrate. Socrate qui m'a beaucoup influencé, qui était le premier philosophe que j'ai écouté, on va dire, que j'ai lu, écouté. C'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je trouve que c'est une très belle phrase parce qu'en fait, ça rapporte beaucoup d'humilité, même quand on pense savoir, en fait. On ne sait pas. Je pense que c'est la vérité. Euh, et la deuxième chose, c'est croyez en vous et croyez en Dieu si vous voulez. Moi, je sais que par rapport à la chrétienté, je me suis vraiment plongé dans la chrétienté en 2023.
parce que je dis toujours que Dieu m'a sauvé. Et, euh, et depuis que je suis avec Dieu, je ne suis plus jamais seul. Ça fait pas de moi un fou furieux qui essaie d'évangéliser. C'est juste enfin, ça me rend juste plus heureux, en fait. C'est tout. Génial. Bon, merci beaucoup pour ton temps, toutes ces réponses bien précises. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis bonne continuation avec Frigom et la Frickbox. Merci, Pierre-Louis. Salut Axel. Ciao. Ciao.